Bon, ça y est. Bon, eh bien, bienvenue à ce tout dernier webinaire de notre 4e édition de la semaine de l'accession à la propriété. Alors, dernier webinaire de cette semaine de l'accession, de cette 4e édition, 5e webinaire, 4e édition, et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir comme invitée Madame Hélène Médina, qui est directrice de l'aménagement et de l'urbanisme à la ville du Gosier et qui nous a fait la gentillesse d'être présente aujourd'hui pour pouvoir, comme pour tous les webinaires précédents, vous apporter des conseils, vous donner des informations pratiques et avant tout sécuriser, puisque c'est notre leitmotiv, sécuriser votre projet d'accession à la propriété. Alors ce soir, c'est Madame Médina de la ville du Gosier, mais c'est aussi l'équipe de la DIL, les 2 conseillères juristes de la DIL, Madame Marie-Claude Louis, qui va s'attacher ce soir à vous parler de toutes les précautions à prendre, mais aussi du cadre juridique et vous donnera les principales informations sur toutes les étapes de l'obtention, précédant l'obtention du permis de construire, jusqu'à l'achèvement des travaux, y compris bien entendu cette fameuse obtention du permis de construire, avec l'éclairage de Madame Médina et Madame Combé, qui fera l'animation du webinaire et pourra échanger avec Madame Médina. Donc voilà, une équipe de choc pour vous, pour ce dernier webinaire. Et sachez que pour ceux qui n'auraient pas eu la possibilité de suivre tous nos webinaires, eh bien, nous avons créé pour l'occasion une chaîne YouTube. Donc, vous trouverez les références sur notre Facebook et sur notre page Internet. Voilà. Alors, n'hésitez pas, tous nos webinaires seront en replay sur cette chaîne Facebook, Adil de Guadeloupe, sur la chaîne YouTube. Là, vous pourrez revoir nos différents invités, réécouter tous les conseils pratiques, toutes les interventions en détail, les écouter 10 fois de suite pour ne rien rater et pour vraiment éviter et limiter les inquiétudes et accéder ainsi en toute sérénité. Voilà, ben, je laisse la parole maintenant à Madame Louis, qui vous présentera notamment la DIL, entre autres la DIL, voilà, et surtout les différentes précautions lorsque vous avez un projet de construction, notamment le volet urbanisme par rapport aux démarches administratives. Et n'oubliez pas que vous avez le chat, donc si quelle que soit la question concernant la démarche administrative du permis de construire jusqu'à l'achèvement des travaux, vous pouvez nous les poser via le chat, mais également le volet discussion. Donc, ce sera des réponses, on va répondre directement à vos questions au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à les poser. Donc, dans un premier temps, on va faire la petite présentation de la DIL. Alors, la DIL, c'est l'Agence départementale d'information sur le logement. J'ai déjà une décision. Voilà. Donc, normalement, tout va bien, vous avez le son et vous entendez bien, et notamment, vous avez le partage de l'écran. Donc, je vous disais, donc, ce webinaire de ce soir est consacré à la demande du permis de construire jusqu'à l'achèvement. Donc, on est sur les démarches administratives. Le premier webinaire de lundi concernait le financement du projet d'accession à la propriété. Nous avons également des personnes invitées, des partenaires invités pour parler des différentes sources de financement qui étaient réservées aux ménages souhaitant accéder à la propriété. Nous avons vu mardi tout ce qui concerne les frais annexes, mais notamment les effets de la crise et comment s'adapter aux conséquences financières sur le coût des matériaux, le coût de la construction. Mercredi, nous avons abordé le thème de la location-accession, qui est une option assez intéressante pour accéder à la propriété également. Nous avons abordé hier toutes les questions concernant les précautions pour l'achat du terrain, tout ce qui concernait les garanties, les risques, les assurances aussi, les assurances construction, que vous devez souscrire vous, propriétaire, vous qui faites le projet de construction, mais également les assurances que les différents professionnels, architectes, bureaux d'études, ingénieurs, constructeurs, artisans, les assurances que tous ces professionnels qui vous accompagnent doivent vous fournir, doivent justifier. Et aujourd'hui, nous terminons par le circuit du projet de construction. Donc là, on va passer à la phase concrète.
Donc, on va déposer une demande de permis de construire, on va commencer à concrétiser son rêve d'accéder. Donc, je vous disais, donc, le déroulé, ce serait dans un premier temps de vous présenter la DIB. Ensuite, nous verrons les grandes lignes par rapport aux réformes des autorisations d'urbanisme. Nous insisterons sur les différentes précautions avant l'achat du terrain et nous ferons un petit focus sur le lotissement. Quelles sont les règles qui s'appliquent lorsque vous faites l'achat dans un secteur aménagé? Nous parlerons du document d'urbanisme. Ce n'est pas une autorisation d'urbanisme, c'est un document d'urbanisme. Donc, on parlera du certificat d'urbanisme et on finira sur le permis de construire. Alors, la DIB, c'est l'Agence départementale d'information sur le logement. Donc, la DIB est agréée dans le cadre de l'article L366-1 du Code de la construction et de l'habitation. C'est également cet article qui définit les différentes missions de la DIB. La DIB est membre d'un réseau, donc nous sommes membres d'un réseau de plus de 80 ADIB, présents dans toute la France et les départements d'outre-mer, les 4 départements, Guyane, Martinique, Réunion ainsi que la Guadeloupe, de ces départements sont dotés d'une ADIB. La DIB offre gratuitement au public un conseil neutre, objectif, mais c'est surtout un conseil qui est personnalisé. Donc, toutes les questions liées au logement, à l'habitat, à l'urbanisme également, peuvent être abordées lors de consultations avec les conseillers juristes de la DIB. Donc, les conseils pour le public sont gratuits parce que la DIB fonctionne grâce aux contributions financières de ses partenaires adhérents. La DIB permet à l'usager, aux consultants, de mieux connaître ses droits et ses obligations, mais surtout d'avoir des solutions adaptées à son cas particulier. La DIB est également le relais des politiques publiques où nous sommes là pour centraliser toutes les informations et vous communiquer, vous informer sur les dernières réglementations liées au logement, liées à l'habitat. La DIB a été mise en place en 1994, donc ça fait 28 ans que la DIB est au service du public. La DIB a un statut d'association loi 1901. Donc la DIB a été mise en place par le conseil départemental, l'État, la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Ces organismes ont été rejoints ensuite par les différents bailleurs sociaux, ainsi que par Action Logement. Quels sont les grands thèmes? Je vous ai dit, on renseigne sur l'habitat, sur le logement. Quels sont les grands thèmes pour lesquels vous nous consultez? Dans un premier temps, je vous dirais que la moitié de nos consultations concernent la location. Il peut s'agir d'un bailleur, c'est-à-dire un propriétaire, soit qui loue ou qui veut louer son logement, qui veut connaître la rédaction de son contrat, comment mettre fin au contrat d'un locataire, comment changer le montant du loyer, est-ce qu'il peut le réviser, comment faire la répartition des différentes charges. Mais ça peut également être un locataire. Donc, la DIB, je vous ai dit, donne un conseil neutre. Nous ne défendons pas le locataire ou le propriétaire. Nous permettons à chacun d'être informé, d'avoir les informations et de faire des choix. Donc, nous renseignons les propriétaires, mais également les locataires. Nous abordons toutes les questions s'agissant des relations avec les professionnels. On a vu par rapport au projet de construction, ça peut être l'agent immobilier dans la recherche du bien, du terrain. Ça peut être également le constructeur, les artisans qui vont vous faire la maison, les professionnels tels que les maîtres d'œuvre et tout intervenant dans l'acte de construire. Nous abordons également les assurances, celles qui sont liées au crédit. Nous avons eu des interventions sur les assurances décès-invalidité, l'assurance perte d'emploi. Nous abordons également les questions liées aux assurances liées à la construction, mais aussi à l'habitation. Toutes les questions concernant la copropriété. Si votre projet, c'est l'achat d'un appartement dans le cadre d'une résidence qui est classée en copropriété, vous pouvez nous solliciter pour bénéficier de conseils s'agissant de l'Assemblée générale, des travaux, des charges à payer. Il y a aussi des charges qui se rajoutent au financement de ce projet d'achat en copropriété. Les questions par rapport au syndic, au changement de syndic, aux missions qui sont confiées à ce syndic. Et pour finir, on revient sur notre semaine de l'accession, la 4e édition, comme on vous l'a dit. L'accession, c'est un grand thème de conseil également à la DIB. Ça va concerner 3 grands volets. Donc, ce sont des conseils concernant la situation financière. Donc, nous avons la possibilité de vous établir des simulations financières. Alors, les simulations, c'est afin de vous permettre de connaître votre capacité de financement, mais aussi de savoir la faisabilité de votre projet. Les simulations ont pour but d'intégrer avec vous toutes les sources de financement et de vous permettre de savoir si le projet est faisable, s'il faut le reporter, s'il faut avoir terminé, avoir soldé un crédit et dans quelles conditions ce projet pourrait être financé. Autre point qui concerne toujours l'accession, c'est le volet juridique. Dans ce volet juridique,
on vérifie avec vous les contrats. Donc là, c'est l'étude des différents contrats, que ce soit l'achat d'un terrain, donc ça peut être la promesse de vente, le compromis, pour un terrain ou pour un appartement, une maison déjà existante. Ça peut être aussi le contrat avec le constructeur. Alors, on dit souvent CCMI, vous verrez même sur la documentation. CCMI, c'est quoi un CCMI? CCMI, c'est contrat de construction de maisons individuelles. Là, c'est l'hypothèse où vous passez par une entreprise unique qui va se charger de la totalité de votre maison. C'est ce qu'on dit clé en main. Donc, on vous livre la maison et vous entrez chez vous. Mais vous pouvez aussi envisager de construire la maison en passant par plusieurs entreprises séparées, plusieurs artisans, accompagnés. Et je crois que hier, les différents intervenants ont bien insisté que vous ne pouvez pas laisser seuls des artisans sur le chantier. Il est impératif d'avoir ce professionnel de maître d'œuvre qui va assurer l'accompagnement, la coordination, ces ingénieurs qui vont intervenir aussi sur la conception et la finalisation de quel que soit le contrat. Achat d'un bien, construction, vous pouvez, avant signature, nous faire vérifier les différents contrats. Autre point sur lequel nous renseignons aussi lié à l'accession, nous renseignons sur la fiscalité et aussi les différents frais annexes au projet de construction. On aura aujourd'hui la question de la taxe d'urbanisme. En quoi elle consiste, qui doit la payer et comment la payer également. Autre point, c'est tout ce qui concerne l'urbanisme, c'est tout ce qui concerne les permis de construire, les déclarations de travaux, mais aussi les démarches si vous achetez des terrains en lotissement. Donc, vous avez un petit peu l'ensemble des points sur lesquels l'ADIL renseigne, qu'il s'agisse de la location, de l'accession, mais sur différents points liés au logement et à l'habitat. Donc ça, c'était la petite présentation rapide de l'ADIL. Je précise que nous assurons une permanence téléphonique, donc tous les matins, de 7h30 à 9h, au 05 90 89 43 63. Vous pouvez nous poser des petites questions. Alors la plage, c'est vraiment des petites consultations rapides. Ensuite, nous recevons soit au téléphone, nous fixons des rendez-vous au téléphone, mais nous pouvons aussi recevoir au siège de l'ADIL. Nous sommes à Bergevin, à Pointe-à-Pitre. Vous pouvez retrouver après nos horaires de réception. Nous avons des permanences en commune, donc nous nous rapprochons des Saint-Claudiens. Nous sommes tous les lundis, le premier lundi du mois. Le premier lundi du mois, nous sommes à Saint-Claude. Donc, ce sont des rendez-vous qu'il faut prendre. Vous pouvez contacter directement la commune de Saint-Claude pour convenir de rendez-vous. Et depuis l'année 2021, nous avons des permanences sur les communes de la CNGT, la communauté d'agglo Nord-Grande-Terre, donc les communes de Port-Louis, Anse-Bertrand, Mornalo, Le Moule et Petit-Canal bénéficient d'un conseil de proximité dans la commune. Et nous avons également la nouvelle permanence avec la Carle, la Riviera de Levant. Donc, c'est la communauté composée des communes de Gosier, La Désirade, Saint-François et Sainte-Anne. Donc, pareil, vous pouvez bénéficier d'une consultation de proximité puisque nous sommes dans ces communes. Donc, après la petite présentation de l'ADIL et des différentes missions qui nous sont confiées, nous allons passer aux réformes qui ont pu avoir lieu concernant les différentes autorisations d'urbanisme avant de passer sur les propositions liées à l'achat du terrain. Donc, depuis 2007, vous avez eu plusieurs réformes successives qui ont modifié le régime des autorisations d'urbanisme. Alors, elles se sont traduites surtout par des réductions des différents régimes. Avant 2007, on avait plus de 16 régimes d'autorisation. Et là, cette simplification, on est passé de 16 à 4 autorisations d'urbanisme. Donc, on a aujourd'hui le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir. C'est vrai que celui-là, on le voit très peu, mais il existe. Et nous avons aussi la déclaration préalable. Donc, ce sont des réformes successives, et notamment la dernière, c'était celle de la loi Elan du 23 novembre 2018, et les différents textes d'application également, qui avaient pour tâche d'apporter de la simplification sur ces différents documents d'urbanisme et ces différentes démarches d'urbanisme. Donc, ces différentes réformes, depuis 2007, elles se sont articulées autour de 3 grands axes. Le premier, c'était la clarification des différentes situations d'urbanisme. Ensuite, c'était la simplification des procédures, des démarches administratives, et c'était aussi la responsabilisation des différents acteurs, que ce soit les autorités administratives compétentes, et on verra avec Mme Medina quelles sont les autorités compétentes pour l'instruction des autorisations d'urbanisme, mais que aussi que ce soit les pétitionnaires. Le pétitionnaire, c'est la personne qui dépose la demande de permis, c'est le demandeur de permis de construire, mais également les professionnels qui accompagnent ces demandeurs, les architectes et les constructeurs. Donc, l'idée, c'est que ces différents textes, ces réformes avaient pour but de simplifier
les démarches administratives s'agissant des processus et des autorisations, des régimes d'autorisation d'urbanisme. Donc, après ce petit aléa sur les différentes autorisations, nous allons revenir sur les différentes précautions. Je vous ai dit que dans le cadre de l'accession, dans le volet juridique, vous pouvez faire vérifier la DIL avant signature, je le répète, puisque le conseil, elle a dit que c'est un conseil préventif. Nous abordons avec les ménages qui vont faire l'achat d'un terrain la question du bornage. Ça a un impact notamment sur l'implantation de la maison. Ça a un impact pour le professionnel qui aura besoin de savoir exactement vos limites pour savoir les distances à respecter pour implanter votre maison. Donc, le bornage, c'est une opération qui consiste à mesurer les limites séparatives d'un terrain par rapport aux différents terrains voisins, par rapport aux autres propriétaires qui sont contigus. Donc, cette procédure de bornage va permettre d'avoir une superficie exacte du terrain. Il faut faire attention aux actes, puisque souvent, vous avez sur les actes, les avant-contrats d'achat, on vous met la référence cadastrale, on vous met une superficie au cadastre de temps. Il faut bien faire attention, la superficie cadastrale, celle qui est indiquée, elle a une valeur fiscale. Donc, elle est approximative. Ce n'est pas la référence cadastrale, la superficie cadastrale qui détermine réellement la superficie du terrain. Donc, il faut que ce soit un acte de bornage qui est réalisé par un géomètre expert. Et ce géomètre, en convoquant tous les voisins, tous les propriétaires contigus à votre terrain, va établir un procès-verbal de bornage. Et c'est cet acte-là qui vous constitue vraiment le document, c'est un document définitif qui permet d'avoir des repères, des limites de votre terrain. Et justement, le géomètre, il va poser des bornes, c'est des plots rouges souvent qu'il vous pose. Alors, c'est pas forcément des plots rouges, hein, mais c'est souvent ça. Mais voilà, ça peut être jaune, ça peut être un poteau, ça peut être un grillage, ça peut être un mur aussi. Des fois, les limites peuvent être différemment que la borne et que la borne rouge. Voilà, donc ce travail, il est fait par le géomètre expert. Et c'est impératif qu'on vous indique est-ce que vous avez eu un bornage ou pas. Donc, faites attention, la superficie cadastrale n'est pas un bornage de votre terrain. Ça, c'est très important. Donc, je précise que lorsqu'il s'agit d'une vente d'un terrain, vous avez un texte très particulier qui vous dit que toute promesse unilatérale de vente ou d'achat de terrain doit indiquer, donc en vue de la construction bien sûr, doit mentionner si le descriptif du terrain résulte de bornage ou pas. Donc, la clause où on vous dit votre terrain, telle référence cadastrale de 800 mètres carrés, on doit vous rajouter une clause qui vous indique est-ce que cette superficie est le résultat d'un bornage qui est effectué ou pas. Ça veut dire que le bornage n'est pas une obligation. On doit juste vous informer est-ce que ce bornage a été effectué ou pas. Le seul cas où le bornage est obligatoire, c'est lorsqu'il s'agit d'un terrain qui est issu d'une procédure de lotissement. Donc là, on est dans un cas particulier, on verra tout à l'heure la question du lotissement et pourquoi le bornage est obligatoire. Donc, précaution avant d'acheter un terrain, la question de bornage, je vais vous expliquer que la question de bornage est importante pour déterminer avec les opérateurs, avec les constructeurs, l'implantation de votre construction. Et surtout pour vous, pour savoir quelle est la limite de votre terrain. Et surtout, si vous payez des impôts, au moins que vous payez sur la superficie réelle de votre terrain. Ça aussi, c'est important. Sans compter les risques d'acheter un terrain non borné. Oui, parce que si le terrain, les dimensions du terrain ne sont pas précisément connues, on peut avoir une difficulté sur la fixation du prix. Si on est parti sur une fixation au mètre carré, et si on ne connaît pas exactement les limites du terrain, donc où il commence, où il s'arrête, il y a le risque aussi d'empiètement et de non-respect aussi des distances réglementaires lors de l'implantation de la maison. Donc, ça peut avoir une cascade de conséquences de ne pas connaître exactement les limites du terrain sur lequel on prévoit de construire et de ne pas connaître sa contenance exacte, sa superficie exacte. Voilà. Donc ça, c'est un peu très important. Autre élément aussi, il faut être vigilant dessus, parce que ça engendre des conséquences financières surtout et le coût pour vous, c'est la question de la viabilisation du terrain et aussi des questions de servitude. Alors, la viabilisation, c'est de vérifier si votre terrain est aménagé, est-ce qu'il est dans un secteur aménagé, et notamment est-ce qu'il est raccordé aux différents réseaux d'eau, réseaux d'électricité, tout ce qui concerne aussi l'assainissement. Est-ce que votre secteur, vous serez sur le tout à l'égout, donc l'assainissement collectif? Est-ce que vous serez dans l'obligation d'installer un assainissement individuel, c'est-à-dire souvent la fosse septique? Il faut que ça, ce soit prévu, puisque s'il faut le financer, il faudra le financer. Vous devez pouvoir soit bénéficier de vos apports ou intégrer ces frais annexes dans le prêt bancaire, dans le financement immobilier.
Donc, il faut vérifier la question de la viabilisation de votre terrain avant de faire une proposition de prix et avant de l'acheter surtout, puisque ça fera partie de votre financement global. Vous devez aussi être attentif à la question des servitudes. Alors, souvent, on vous dit, mais qu'est-ce qu'une servitude? Est-ce que c'est obligatoire? Comment ça se passe? Alors, vous avez la servitude active et la servitude passive. Alors, une servitude, c'est quoi? C'est une contrainte, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec, à supporter, c'est souvent ça, une obligation au profit de quelqu'un d'autre. Alors, une servitude active, par exemple, c'est le fait que c'est vous qui bénéficiez d'une contrainte qui impose quelque chose au voisin. Souvent, c'est une servitude de passage. Par exemple, vous allez vous retrouvez avec un terrain qui est enclavé. Pour accéder à la route, vous allez devoir passer sur le terrain du voisin. Donc ça, c'est à votre profit. Mais vous pouvez vous retrouver dans la situation où c'est le voisin derrière vous qui est enclavé, qui n'a aucun autre moyen pour arriver à la route. Et à ce moment-là, vous pouvez vous retrouver, vous, à devoir subir, avoir une servitude passive. Ça veut dire que le voisin, il faudra nous laisser un espace qui est bien défini dans votre acte pour qu'il puisse passer. Souvent, c'est aussi passage en voiture, passage des réseaux, de ces canalisations, de ces câbles. Donc, vous avez cette servitude qui est aussi indiquée, donc vous devez veiller au moment de l'achat de votre terrain, de l'existence des servitudes, l'emplacement de la servitude, puisque vous allez devoir vous tenir compte de ça au moment où vous allez construire. Vous ne devez pas construire sous la servitude, vous devez laisser libre accès à la personne qui en bénéficie. Donc ça, dans l'acte d'achat d'un terrain, il est impératif que vous fassiez attention à la question de bornage, la viabilisation et les servitudes, puisque ces trois points ont un impact sur le permis de construire, mais surtout sur le coût de votre projet, sur le coût de votre opération. Donc, maintenant, on passe au lotissement. Donc, là, c'est une situation particulière aussi qui peut aussi engendrer des dépenses supplémentaires. Là, on est dans l'hypothèse où vous faites l'achat d'un bien qui est dans un lotissement, ce qu'on appelle un secteur aménagé. Donc, qu'est-ce qu'un lotissement? Donc, nous avons un article du Code de la construction qui vous dit « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. » Alors, les points, c'est division d'une unité foncière. Donc là, on parle d'une parcelle de terrain qui est divisée, qui est découpée. Donc, on avait un terrain, on décide de le partager. Vous avez un père de famille qui a un grand terrain qui dit, voilà, sous la commune du Gosier, j'ai 8 mètres carrés, je vais garder une parcelle pour moi, je garde une parcelle pour mon fils, et puis je vais faire 3 parcelles que je vais mettre en vente. Donc, il fait une division de sa propriété, et bien sûr, les personnes qui vont faire l'achat envisagent de construire dessus. À ce moment-là, on va basculer sur le lotissement. Donc, division en plusieurs parcelles, dans le but de faire des projets de construction, donc objets pour bâtir. À partir du moment où on fait la division, on bascule sur le principe du lotissement. Avec un certain nombre de nuances, bien sûr, mais c'est ça la définition du lotissement, c'est la division d'une propriété en plusieurs propriétés. Donc, il y a plusieurs personnes propriétaires. Si ce monsieur dont on a pris l'exemple se contentait de diviser ses terrains et de les garder pour lui, il n'aurait pas besoin de faire toutes ces démarches. Alors, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On peut répondre aussi au fur et à mesure dans le chat, donc le QR questions-réponses, ou dans le volet discussion. Donc, je complète toujours par rapport à la notion de lotissement, en précisant qu'il y a lotissement lorsqu'une ou plusieurs personnes, donc c'était l'exemple de ce monsieur, demandent l'autorisation de diviser un terrain pour le vendre ou pour l'attribuer en parcelle. Donc, il voulait vendre une partie et il voulait aussi attribuer une partie à son fils, donc à des personnes différentes, mais surtout que ces personnes ont l'intention de bâtir. Donc, ces personnes vont déposer des demandes de permis de construire distincts par la suite. Donc, des permis séparés que ces différentes personnes vont pouvoir déposer, que ce soit les nouveaux acquéreurs ou le fils ou même le propriétaire, s'ils souhaitent construire. Donc, on était dans l'intention de bâtir. Ce sont ces éléments-là qui permettent de qualifier justement cette démarche administrative de lotissement. Alors, je vous ai dit, par rapport au bornage, qui n'est pas obligatoire, le lotissement, c'est le seul cas où le bornage sera obligatoire. Le vendeur devra délimiter chacune des parcelles, les borner par le géomètre expert avant d'envisager de faire la vente. Alors, quel type de lotissement on peut avoir? Vous pouvez avoir des lotissements où il n'y a pas de travaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voies, il n'y a pas d'équipement commun, il n'y a pas d'espace commun, il n'y a pas d'aire de jeu, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de lampadaire. À ce moment-là,
en autorisation d'urbanisme, une seule déclaration de travaux est requise dès le premier lot. Donc, on aura juste besoin d'une déclaration de travaux s'il n'y a pas de travaux. À partir du moment où le lotissement va être équipé en interne de voies, d'équipements, d'espaces verts, d'espaces communs, à ce moment-là, l'autorisation sera un permis d'aménager. Je donne la précision quand même aussi que les différents équipements dont on parle qui permettent de déterminer le lotissement en permis d'aménager ou pas, ce sont les équipements ou les travaux qui sont à la charge du lotisseur, de l'aménageur, de celui qui porte le projet initial. Donc, la démarche de permis d'aménager ou de déclaration préalable, elle est en amont aux propriétaires successifs des parcelles qui vont par la suite déposer leur demande de permis de construire pour leur maison. Donc, cette démarche de lotissement, il sera aussi impératif que vous vérifiez que le vendeur de ce terrain a bien eu soit sa déclaration de travaux ou son permis d'aménager. Et ça devra également être indiqué dans votre acte d'achat de votre terrain. Puisque je pense que Mme Medina vous dira, si vous venez déposer un permis de construire alors que le propriétaire initial, l'aménageur, le lotisseur n'a pas eu de déclaration de travaux ni de permis d'aménager, vous allez être freiné dans vos démarches puisqu'il faudra recommencer la partie lotissement. Donc, pour conclure par rapport au programme de travaux dont on parlait qui sont à la charge du lotisseur, il faut savoir que lorsqu'il s'agit d'une déclaration de travaux, donc on a dit il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas d'espace commun, donc la vente des lots peut se faire à n'importe quel moment, le lotisseur n'a pas d'obligation particulière. Par contre, lorsqu'il s'agit du permis d'aménager, donc l'hypothèse qu'on a vue où vous avez dans le lotissement des parties communes, des équipements ou des voies communes, à ce moment-là, le lotisseur ne peut être amené à vendre les parcelles, tout ou partie des travaux, que si l'ensemble des travaux, alors tout ou partie des travaux sont achevés. Donc, la vente des lots ne pourra se faire qu'à l'exécution des travaux qui sont inscrits dans le permis d'aménager. Alors, toutefois, le lotisseur, l'aménageur, peut solliciter une autorisation de vente par anticipation. Donc, il peut solliciter l'autorité compétente, on reviendra aussi sur la question d'autorité compétente, il peut solliciter la mairie qui aura accordé le permis d'aménager pour obtenir l'autorisation de vendre les parcelles par anticipation. Et surtout que ça lui permet déjà de constituer des fonds propres et d'avoir de quoi finaliser les travaux. Ce n'est possible que s'il s'agit de travaux de finition, donc le revêtement de la voirie, les aménagements des trottoirs. Donc, on peut lui donner l'autorisation par anticipation s'il a déjà achevé des gros travaux du lotissement. Il peut différer les travaux de finition, mais surtout, il faut que cet aménageur dispose d'une garantie d'achèvement des travaux. J'ai bien mis le « et c'est cumulatif. Donc, il faut qu'il obtienne une autorisation de différer les travaux de finition et qu'il dispose d'une garantie d'achèvement des travaux. C'est pour éviter les hypothèses qu'on a pu voir de certains lotissements non achevés, de ménages ayant un crédit sur 25 ans, devant se débrouiller par leur propre moyen sans lumière, avec le trottoir pas fait, avec l'éclairage pas mis, et ne pouvant pas financer sur leur propre fonds, bien sûr, ces différents travaux du lotissement. Donc, le lotisseur ne pourra vendre les parcelles que si on a la garantie que ces travaux seront finis, seront achevés et que les ménages ne seront pas se retrouver en difficulté. D'accord? Donc, on passe. Donc, maintenant qu'on a vu les précautions par rapport au lotissement et notamment le fait d'acheter une parcelle qui a été détachée, qui a été divisée, qui a été séparée d'une plus grande parcelle, on va passer sur un petit document aussi d'information au moment d'acheter le terrain, c'est le certificat d'urbanisme. Juste avant de te laisser poursuivre, on peut rappeler aux personnes également que si le bornage est en cours, si par exemple on leur propose de signer un compromis ou une promesse de vente mentionnant que le bornage est en cours, en principe, la vente ne peut pas se faire avec cette mention. La vente du terrain ne peut intervenir que sur quelque chose qui existe, quelque chose qui est effectif. Si le bornage n'a pas été réalisé au moment de la vente, sachant que le PV de bornage est censé être annexé à l'avant-contrat, c'est-à-dire au compromis ou à la promesse de vente, acheter un terrain en cours de bornage, c'est risquer que ce bornage ne se fasse jamais ou que finalement, au moment où il se fait, les conditions ne soient pas complètement réunies pour réaliser le terrain, le projet sur le terrain qui aura été réalisé, issu de ce bornage. Donc, il y a des risques finalement qu'on se retrouve avec quelque chose, qu'on n'avait pas un terrain d'une superficie différente ou avec des dimensions différentes de ce qu'on avait prévu. Donc,
on a eu souvent l'occasion de recevoir à la DIE des personnes qui avaient ce genre de mention sur leur document et nous les avons alertés sur le fait que le bornage doit être effectivement réalisé. C'est une précaution, c'est par prudence qu'ils sachent exactement, dès le moment où ils s'engagent, ce qu'ils achètent, puisque ça veut dire que souvent, sur ces documents, on va retrouver en référence cadastrale la référence de la parcelle mère. Or, la personne, ce n'est pas la parcelle mère qu'elle va acheter. Elle va acheter une parcelle issue, extraite de cette parcelle mère, qui va devoir être donc divisée à l'issue du bornage. Et cette parcelle extraite de la parcelle mère, elle devra bénéficier de références cadastrales propres. Voilà. Donc, attention à bien vérifier cet élément avant de vous engager, parce que ça peut avoir des incidences par la suite. D'accord. Alors, on poursuit sur ce certificat d'urbanisme, qui est un document qui est délivré par l'administration, notamment la mairie, qui va indiquer les différentes règles d'urbanisme qui s'appliquent sur un terrain précis. Donc, lorsque vous envisagez l'achat d'un terrain, vous avez la possibilité de demander, de solliciter ce certificat d'urbanisme. Alors, ce n'est pas un document obligatoire, mais il est quand même conseillé, notamment par rapport à ce qu'on vient de voir en termes de précaution, que vous puissiez connaître les règles de constructibilité qui vont s'appliquer sur ce terrain et aussi la faisabilité de votre projet par rapport à la maison que vous avez déjà envisagée. Il faut connaître la faisabilité de ce projet par rapport à ce terrain. Donc, ce certificat d'urbanisme peut vous servir en termes d'alerte aussi sur les frais annexes que vous aurez aussi suite à ce projet de construction. Donc, document non obligatoire, mais vivement conseillé quand même de le consulter, de le demander. Alors, vous avez deux types de certificats d'urbanisme. Vous avez le certificat d'information. Il va vous indiquer les règles d'urbanisme, les limites du terrain, mais aussi la liste des taxes d'urbanisme qui vont s'appliquer sur la parcelle. Et vous avez le certificat opérationnel. Donc, lui contient les mêmes informations que le certificat d'information, à la différence près qu'il apporte aussi des précisions sur la faisabilité de votre opération. Donc, une opération précise, puisque vous avez déjà aussi une idée du projet, de la maison, de la superficie, des hauteurs et autres. Donc, c'est sur ce projet que vous aurez la réponse à savoir est-ce que ce projet est faisable sur ce terrain précis. Donc, vous avez les informations par rapport à la faisabilité de l'opération précise. Le certificat opérationnel indique également si le terrain peut être utilisé pour l'opération projetée et l'état des équipements publics existants ou prévus. Et là, on parlait de tout ce qui concerne la viabilisation des réseaux et de l'assainissement également. Vous aurez cette information sur ce document. Donc, on passe au dernier document qui est le permis de construire. Donc là, c'est vraiment la phase opérationnelle. Donc, vous avez toutes les informations sur le terrain. Vous savez les limites. Vous savez qu'il est borné ou pas, mais vous en prenez les risques. Vous savez s'il est viabilisé ou pas. Vous connaissez les questions s'agissant des servitudes, si elles existent ou pas. Vous savez si votre terrain est dans un secteur aménagé tel un lotissement. Si c'est le cas, vous savez si l'aménageur, le lotisseur, a sollicité un permis d'aménager s'il y a des équipements communs ou s'il a déposé une demande de travaux, une déclaration de travaux. Donc là, vous êtes sûr, ça y est, vous avez décidé d'acheter ce terrain, vous êtes le futur heureux propriétaire de ce terrain, on va passer au permis de construire. Donc, il y a un contrôle qui est exercé sur les travaux de construction et ce contrôle va s'exercer, va dépendre des différents régimes. Donc, il y a plusieurs régimes, donc on ne va pas tous les détailler. Mais je pense qu'avec les questions aussi, avec Mme Médina, on va revenir dessus. Donc, vous avez trois grands régimes qui s'appliquent. Vous avez des travaux qui sont soumis à un permis de construire, des travaux qui sont soumis à une déclaration préalable et d'autres travaux qui sont dispensés de toute formalité. Vous n'avez besoin d'aucune autorisation. Donc, l'assujettissement à ces différents régimes de contrôle, puisque ce sont des contrôles, va dépendre de certains nombres de notions, notamment la question de la surface de plancher. On a aussi la question de l'emprise au sol du projet, de la maison, mais aussi de la nature du projet, construction neuve ou éventuellement est-ce que c'est une extension des travaux que vous faites sur un logement existant. Donc, ce sont ces différentes notions qui vont intervenir par rapport à la qualification de l'autorisation d'urbanisme qui sera nécessaire pour votre projet. Donc là, on a balayé un petit peu la présentation de la DIM, les précautions avant d'acheter un terrain. On a vu les précautions par rapport au bornage et autres questions sur le terrain. On a vu un petit focus sur la question du lotissement, puisqu'on a beaucoup de parcelles qui sont issues de lotissements qui sont mises en vente.
on a vu l'intérêt de solliciter un certificat d'urbanisme. Et là, on a vu qu'il y a un contrôle de l'autorisation que vous aurez, notamment, puisqu'on était sur la semaine de l'accession, on n'est plus sur les projets de construction. On a vu la question du permis. Donc, là, nous allons passer aux questions un peu plus pratiques. Donc, vous permettre de voir le circuit de cette demande de permis, comment ça va se passer, quelles pièces à fournir, comment le déposer, où récupérer le formulaire. Toutes ces questions pratiques vont faire l'objet d'échanges avec Mme Medina, donc Mme Hélène Medina, qui est la directrice de l'aménagement et de l'urbanisme de la ville du Gosier. N'oubliez pas, toutes vos questions, vous pouvez les poser dans la discussion ou éventuellement le chat. On y répond au fur et à mesure. Merci. Madame Medina, rebonjour. Bonjour. Voilà. Alors, après cette présentation détaillée et très complète de Madame Louis, je me tourne vers vous, qui êtes dans la pratique quotidienne de ces autorisations d'urbanisme. Et alors, justement, pour ceux qui nous écoutent, comment concrètement déposer sa demande de permis une fois qu'on a réalisé son projet? Est-ce qu'il y a un document? Est-ce qu'on peut le faire par voie dématérialisée? Comment, finalement, lorsqu'on est prêt, faire cette démarche? Alors, Madame lui a dit beaucoup de choses concernant la faisabilité du projet. Il faut d'abord s'assurer de la faisabilité du projet, ce qu'elle a signalé tout à l'heure. Mais pour déposer le permis, moi, je conseille de se rapprocher de professionnels et de préparer les plans qui correspondent au permis. Alors, ces plans, généralement, s'adaptent au terrain. Donc, moi, je conseille déjà un plan topographique pour permettre l'adaptation au terrain. Je conseille, ce n'est pas obligatoire, je conseille une étude des sols parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en zone à risque. Tout à fait. Et que l'étude des sols est nécessaire pour connaître la faisabilité du projet. Et nous l'avons rappelé d'ailleurs à plusieurs reprises au cours de nos échanges avec les différents intervenants, notamment le bureau de contrôle et ingénieur, qui par la suite l'a bien dit. On a beaucoup tendance à ne pas le faire. Madame, lui, a parlé de la partie juridique, mais il faut aussi tenir compte du ferraillage du bâtiment, ce qui est très, 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 très important. Il ne faut pas oublier qu'on est sujet à des tremblements de terre et que le sol bouge. D'accord. Donc, on doit s'assurer de tout ça. Et pour déposer le permis, il faut d'abord qu'on se rapproche, qu'on ait un élément CRFA, certes, mais il faut qu'on se rapproche d'abord du syndicat des eaux pour avoir l'avis favorable pour la conception du système d'assainissement. Si on n'est pas dans une zone d'assainissement collectif. Lorsqu'on est dans une zone d'assainissement collectif, c'est simple. Ce qu'on appelle le tout-allé-gouas. Le tout-allé. Donc, la zone d'assainissement, c'est le service du SPAN qui s'en occupe. Et sans ce document-là, on ne peut pas déposer le permis. D'accord. D'accord. On a aussi un document qui est très important, qui est assez récent d'ailleurs, c'est le document qui concerne la réglementation thermique, qu'on doit être capable de télécharger sur Internet et de faire la demande sur Internet. Tous ces documents-là sont obligatoires pour déposer la demande de permis de construire. Alors, le document CRFA, il est simple. On peut éventuellement venir le récupérer en mairie, le demander en mairie, mais les services de la mairie, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils téléchargent sur Internet, ce qui est beaucoup plus facile pour l'administrer, plutôt que de venir faire la queue, demander. On télécharge sur Internet le document CRFA et on remplit le document. Généralement, ce n'est pas le pétitionnaire qui remplit ce document-là, c'est le professionnel, en l'occurrence l'architecte. D'accord? Donc, on se rapproche de professionnels, on remplit les éléments et on fournit des plans. Des plans de loin, des plans du bâti qui va exister, des photos de près, de loin, l'avis favorable du syndicat. Lorsqu'on dépose un permis de construire et que l'avis favorable du syndicat d'assainissement n'est pas dans le dossier, on est obligé de bloquer le dossier.
Alors, une question justement par rapport à l'assainissement. Est-ce que, en plus de l'étude de sol, une étude d'assainissement peut être réclamée également? Ah oui, mais c'est obligatoire. Ah, c'est à partir du moment où on dépose le dossier, le document auprès du SIAG, il y a tous les éléments concernant le sol, Oui. la faisabilité du système d'assainissement que le SPAN contrôle. Oui, parce qu'on peut avoir des terrains qui vont permettre un système d'épandage et d'autres qui vont exiger Voilà, tout d'autres à types fait. de systèmes comme des mini-stations, des choses Tout à comme fait. ça. D'accord. Voilà. Donc, on dépose ces éléments en mairie. Alors, on a la possibilité d'aller en mairie et de déposer. Alors, je dis bien la possibilité. Mais depuis le 1er janvier de cette année, tout se passe en ligne. Bon, j'avoue que les communes ne sont pas encore au point. Mais il y a eu des publicités qui ont été faites récemment sur différentes communes où il y a un lien où on peut envoyer les documents. Cela étant dit, les communes travaillent sur le fonctionnement de cette étude en ligne. Donc, pour permettre à la commune d'être en règle, on a soumis un lien à la population. Donc, Sainte-Anne l'a fait, Gauzier l'a fait, je n'ai pas entendu pour les autres, mais en tout cas, ces 2 communes-là l'ont fait. Et les administrés peuvent envoyer leur permis de construire en ligne. La seule exigence que ça demande, c'est qu'il faut scanner le document. Voilà, pour la complétude du dossier. Voilà, la complétude du dossier. Donc, une fois que le dossier est déposé en mairie, la mairie a 2 mois pour l'étudier. La mairie a d'abord 1 mois pour notifier à l'administré si le document il est complet ou pas. C'est pour cela que j'insiste sur le fait que le document il doit être complet parce que ça fait perdre du temps. L'administré parfois ne comprend pas qu'on n'ait pas répondu dans les délais et souvent on entend parler de permis tacite, ce qui forcément n'est pas le cas. Souvent, on demande des documents par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour des raisons X, les lettres recommandées reviennent. Donc, il faut surveiller tout ça. Nous avons un délai qui court à partir du moment où le dossier il est complet et déposé en mairie. Donc, ça veut dire, Madame Médina, que si je dépose mon dossier n'est pas complet, que vous m'envoyez une lettre pour me réclamer des pièces nouvelles, ça interrompt automatiquement le fameux délai de 2 mois. Ça interrompt le fameux délai de 2 mois. Voilà. Une fois que les administrés ont complété leur dossier, systématiquement, on leur fournit une lettre de notification pour leur dire que voilà, le délai de 2 mois, il court à partir de telle date. Voilà. Donc, je ne sais pas. Oui, c'est très clair, mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe en cas de refus? Le refus est notifié de quelle manière est-il notifié? Alors, comme l'avis favorable du permis de construire, le refus est notifié par arrêté. Donc, malheureusement, lorsqu'on connaît la faisabilité de son projet, on s'assure qu'au niveau du plan local d'urbanisme de la commune, on peut déposer un permis de construire, on s'assure que le lotissement est correct, on s'assure que la division est faite, comme a dit tout à l'heure Madame Louis, et que la déclaration a été faite en mairie, sur tout ça, et que cette personne a obtenu un avis favorable pour la création du lotissement, il n'y a pas de raison que le permis soit refusé. Il arrive que le permis soit refusé, tout simplement parce qu'on a des administrés qui se rapprochent de personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment. Ils peuvent déposer des permis de construire en zone agricole, ce qui n'est pas forcément correct pour l'administré parce que ça représente un coût, mais il faut vraiment en amont pour éviter que ce permis de construire soit accepté. Il faut vraiment que la personne elle-même, je sais que parfois c'est fastidieux pour l'administré, mais il faut se faire confiance à soi et se rapprocher de la collectivité. Alors, il y a un site qui est très simple pour les personnes qui arrivent à jongler sur Internet, c'est Géoportail de l'urbanisme. Voilà, donc on y a accès et la personne met les références, la commune, les références de déjà le département, ensuite la commune, les références de... On a tout. On a tout. On a le document d'urbanisme, donc le PLU, et on a même, puisque le PLU maintenant ne se fait pas sans le plan de prévention des risques. Donc, on sait si le terrain est dans une zone inondable, pas inondable, etc.
Donc, il est vraiment impératif que l'administré sache si son terrain est constructible ou pas. J'ai souvent entendu, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, voilà, je veux déposer le permis de construire, qu'est-ce que je dois faire? Alors, la première question que je pose, est-ce que le terrain est constructible? Ah oui, mais c'est construit autour, donc c'est constructible. Ouais. Donc, ce n'est pas parce que c'est construit autour que c'est constructible. Le PLU, c'est à la parcelle. Donc, ça veut dire que le voisin, il a peut-être un terrain constructible, mais vous, peut-être que vous n'avez pas un terrain constructible. Ça peut évoluer aussi. Ça peut évoluer, mais ça n'évolue pas comme ça du jour au lendemain. Donc, il faut suivre ça, mais il faut que l'administré s'assure de tout ça pour éviter un refus. Il peut donc, par exemple, demander sur un certificat d'urbanisme opérationnel. Voilà, il peut demander un certificat d'urbanisme, même simple. Oui, parce que le certificat d'urbanisme d'information lui dit tout de suite que le terrain est en zone agricole ou en zone urbaine ou en zone d'urbanisation future. Généralement, en zone d'urbanisation future, il faut faire attention parce qu'il faut mettre en place un projet, souvent un projet de lotissement. Donc, il faut faire très attention à ça. Et pour un certificat d'urbanisme opérationnel. La complexité du certificat d'urbanisme opérationnel, c'est qu'on doit, dans ce cas, se rapprocher d'un professionnel. Il faut déjà donner des détails sur le projet. Voilà. Tandis que le certificat d'urbanisme simple, c'est comme si on consultait le plan local d'urbanisme, sauf que ce certificat, il faut savoir qu'il est générateur de droit. Ça veut dire que si un tenté, vous demandez un certificat et on vous dit que le certificat, votre terrain est constructible, vous avez 18 mois pour votre terrain est constructible pendant 18 mois. Si entre-temps, le PLU a été modifié, le certificat d'urbanisme, ça s'applique sur le projet. Donc, vous ne perdez pas votre projet. Il y a une question? Je poursuis, d'accord. Alors, quels sont les recours en cas de refus? Parce que, bien sûr, on sait que l'arrêté de refus va être motivé. Donc, est-ce que l'administré, finalement, il aura un recours? Comment exercer ce recours? Alors, pour faire un recours contre un refus, il faut être sûr de son recours. Parce qu'on ne peut pas faire un recours pour un refus de permis de construire sur un terrain qui n'est pas constructible, sur un terrain qui n'est pas accessible. Madame lui a parlé tout à l'heure de servitude, c'est important. On a souvent le cas de terrains qui sont enclavés et qui ne permettent pas à l'administré d'accéder. Souvent, la mairie, elle peut jeter un coup d'œil sur ça et voir que finalement le terrain n'est pas enclavé, le terrain est enclavé et que la personne ne peut pas disposer de permis de construire. Donc, il est quand même délicat de contester un refus lorsqu'il est motivé. Cela dit, on peut déposer un refus. On peut déposer un recours contre un permis refusé. On fait d'abord un recours gracieux auprès de la mairie. Si la mairie ne répond pas dans les délais de 2 mois pour ce recours gracieux, on va au-devant du tribunal administratif. Mais bon, pour faire ce qu'on appelle le recours contentieux. Voilà, pour faire le recours contentieux. Mais bon, il faut être sûr de son coup. C'est comme ça que je dis ça, il faut être sûr de son coup, parce que quand il est refusé, il est refusé. Bon, il se peut, la mairie, il ne faut pas oublier que nous sommes des humains. Nous pouvons faire des erreurs. Donc, on peut tout à fait donner un refus à quelqu'un alors que la personne n'aurait pas dû avoir un refus. Il faut aussi, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut être sûr de son coup. L'instruction du dossier, elle se fait de manière automatisée, où il y a vraiment un agent instructeur qui va décortiquer le dossier. C'est obligatoire. Oui. On a un agent instructeur qui reçoit le dossier. Donc, le dossier arrive en mairie. Bon, je parle de la ville du Gosier. Oui, oui. Elle arrive à la direction de l'urbanisme, tant sur le lien ou sur le support papier, ou bien les personnes viennent carrément déposer en demandant un récépissé. Donc, on dépose le dossier, il y a un chef de service qui récupère le dossier et qui dispatche le dossier aux instructeurs. Donc, à la ville du Gosier, il y a 3 instructeurs, mais d'autres communes sont plus ou moins bien organisées concernant les... Et donc, l'instruction du dossier, elle se fait
au regard de la réglementation d'urbanisme applicable en vigueur sur le territoire communal. Puisque l'instructeur, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il va regarder si vous avez donné tous les éléments. Oui, voilà. Il va regarder si vous avez donné la réglementation thermique, si vous avez donné l'avis favorable du SIAG, si vous avez donné tous les plans, si la parcelle est bien identifiée, c'est important, si le terrain est accessible. Si le terrain n'est pas accessible, il va vous dire de justifier de l'accessibilité de votre projet. Si le terrain provient de lotissement, d'un permis d'aménager, d'une déclaration préalable, il va demander tout ça. Après, si tout est OK, il regarde la faisabilité du projet au regard des règles d'urbanisme. D'accord? Il ne se pose pas de questions. Il pioche, mais il ne se pose aucune question. Il faut savoir que le permis de construire est déclaratif. Donc, on ne va pas contrôler sur place pour voir si la personne, quand elle dépose un permis, est-ce que la personne doit être capable. C'est comme les impôts. C'est déclaratif. Ouais. Et bon, après, on va contrôler. Oui, voilà, on va contrôler. Alors, donc, il y avait peut-être la question. Une question, c'est bonjour à tous. Dans le cadre d'une maison sans permis de construire, comment faire la régularisation? Alors oui, est-ce qu'on peut obtenir un permis pour, quand on a déjà commencé des travaux ou quand on n'en a pas eu au départ et qu'on a terminé déjà sa maison? On peut toujours de régulariser la situation à condition que la construction soit sur une parcelle constructive. Il ne faut pas penser que parce que la maison existe, la mairie va systématiquement vous donner le permis de construire. La mairie va faire comme si c'est un permis nouveau, va vérifier la constructibilité de la parcelle, va vérifier tous les éléments. Donc, c'est comme si vous déposiez un permis de construire. Mais tout est faisable. À partir du moment où la personne a construit légalement et qu'elle veut régulariser la situation, elle a la possibilité de régulariser son permis. D'accord. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas eu ou n'ont pas pu, tout espoir n'est pas perdu. Non. Voilà. Donc, ça sera pour la même démarche. C'est exactement la même démarche. Voilà. Il n'y a pas de permis de régularisation réellement. C'est une demande initiale. C'est une demande initiale qui génère la taxe. Oui. Puisque si la maison... pas la taxe. Voilà, c'est ça. Alors, justement, déposer un permis, c'est une démarche gratuite. Hein, on ne va pas vous demander de payer pour avoir le CRFA ou lorsque vous déposez. Tout est gratuit. Le permis est générateur d'une taxe. Voilà, alors, parlez-nous de cette fameuse taxe. Alors, le permis est générateur d'une taxe qui s'appelle la taxe d'aménagement. Alors, cette taxe d'aménagement, elle est liquidée par les services de l'État. Elle n'est pas liquidée par les services de la commune. Donc, la commune, qu'est-ce qu'elle fait? Une fois que le permis est accordé, alors il n'y a pas de taxe d'aménagement sur les permis refusés. Lorsque le permis est accordé, on transmet les éléments au service de l'État qui génère la taxe. Alors, la taxe, normalement, elle arrive dans les 18 mois, sauf erreur de ma part, après l'arrêté de permis de construire. Donc, ça veut dire que dès que vous avez votre arrêté, attendez-vous à recevoir ou préparez-vous. Alors, elle dépend des communes, puisqu'il y a un taux qui est fixé par les communes. Et donc, ça veut dire que la personne qui habite Sainte-Anne aura peut-être une taxe particulière, tandis que la personne qui habite Vosier aura une autre taxe particulière, donc elle dépend des communes. Je précise aussi pour ceux qui nous écoutent que le montant de la taxe, s'il est supérieur à 1 800 €, le recouvrement se fait en 2 fois. En 2 fois, tout à fait. Ça permet de se préparer. Oui, aussi. Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est souvent une très mauvaise surprise pour souvent les personnes qui nous consultent, elles arrivent un peu en panique avec cette taxe, ne sachant pas exactement de quoi il en ressort, mais voilà, l'explication, voilà, on peut la leur apporter. Mais comment elle est calculée exactement, cette taxe? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de variations, hein, parfois même dans la même commune, en fonction des sections, des secteurs. Oui. On peut avoir des... Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, oui, puisque je vous avoue que depuis que, pendant un certain temps, les communes liquidaient la taxe et transmettaient à l'État, mais maintenant, on transmet tout. Mais c'était justifié parce que bon, il y avait des permis de construire qui n'étaient pas taxés. Donc, maintenant, les services de l'État liquident tout. C'est
c'est calculé en fonction de la superficie de la maison, en fonction de la commune, en fonction du zonage, parce qu'il y a un taux qui est fixé par la commune par délibération. Et qu'est-ce que je veux dire de plus? Mais c'est tout, en gros, hein, c'est ça. En gros, c'est ça. D'accord. Alors, justement, pour parler de contrôle, voilà, on a obtenu son permis, on a réalisé les travaux. Une fois les travaux terminés, y a-t-il une démarche à faire particulière? Alors, on va dire autre chose. Lorsque vous commencez les travaux, il faut déposer une déclaration de travaux pour que la mairie soit informée. La fameuse DROC. Voilà. Pour que la mairie soit informée que vous avez. C'est une information, hein, c'est pas. Voilà. Alors, on ne va pas systématiquement contrôler une maison qui est en train d'être construite. Il serait souhaitable que l'administré respecte tous les éléments qu'il a prévus dans le permis de construire. S'il ne respecte pas, il a une possibilité, c'est de déposer un permis modificatif. Attention, le permis modificatif n'est accordé que si les règles d'urbanisme sont respectées. Donc, ça veut dire que si vous avez créé une surface qui ne respecte pas du tout les règles d'urbanisme, vous aurez un refus. Donc, votre construction, elle va devenir illégale. D'accord? Donc, une fois que les travaux sont terminés, le pétitionnaire déclare la fin des travaux et demande à la mairie de lui sortir un certificat de conformité. Ça s'appelle une attestation de non-opposition à… Voilà. Donc, la mairie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un contrôleur. Donc, généralement, c'est quelqu'un d'assermenté qui contrôle le bâti par rapport au permis de construire et qui génère un certificat de conformité. Alors, s'il n'y a pas… il y a un délai pour éventuellement que cette personne puisse se présenter une fois la déclaration d'achèvement faite en mairie. Est-ce qu'il y a un délai pour que le contrôle puisse s'opérer? Alors, nous avons 3 mois. 3 mois. À partir du moment où la personne déclare l'achèvement des travaux, nous avons 3 mois pour agir. Et si la mairie n'agit pas, oui, la conformité vous est accordée d'office. Bon, généralement, les gens réclament le certificat de non-opposition. Voilà, généralement, c'est important pour eux d'avoir le papier disant que… Oui, alors souvent, il y a une question. Oui, c'est une suite de la première question, donc l'hypothèse d'une maison construite sans permis. Donc là, on vous dit même par rapport à la régularisation de permis. Alors, est-ce que la régularisation peut se faire pour une maison de plus de 30 ans, déjà soumise à taxe foncière et taxe d'habitation? C'est pareil. C'est l'idée que comme il y a déjà une taxe foncière et taxe d'habitation, est-ce que le permis… Voilà, la taxe foncière et la taxe d'habitation, elle n'est pas liée au permis de construire. C'est la taxe d'aménagement qui est liée au permis de construire. Donc, malheureusement, la maison, elle est ancienne, mais on tient compte aussi du fait que la maison, elle est existante. Quand on instruit une maison qui est là depuis un certain nombre d'années, on tient compte de l'existant. Et parfois, le permis passe. Oui, même si les règles d'urbanisme ne sont pas… ne sont pas vraiment respectées. Le permis peut passer si ce n'est pas catastrophique. Mais ça peut être très important, notamment en cas de revente, parce que nous, on a souvent le cas de personnes qui nous consultent parce que justement, elles ont un bien ancien, un bien de famille parfois, dont elles ont hérité. Et voilà, au moment où elles souhaitent revendre ce bien, elles se rendent compte de « oh, il n'y a pas eu de permis demandé à l'époque de leurs parents. » Voilà, c'est ça. Et pour la vente, le notaire va exiger quand même ce document. Donc, elles sont obligées de faire une demande à titre de régularisation. Alors, justement, souvent les gens nous disent « mais non, mais à partir de quand est-ce qu'on est obligé de demander un permis? Est-ce que je peux, si je mets un container, est-ce que c'est sans permis ?» Alors, il y a souvent cette idée qu'il y aurait des constructions sans permis, avec permis. Donc, à partir de quand on doit demander un permis? Et s'il n'y a pas de permis, il y a quand même peut-être d'autres autorisations qui sont nécessaires. Alors, le Code de l'urbanisme dit qu'on peut déposer un permis de construire même sur des constructions ne supportant pas de fondation. Donc, ça veut dire que si on dépose un container qui a une superficie de plus de 20 mètres carrés, on est obligé de déposer un permis de construire.
Et le dépôt du conteneur doit respecter les règles d'urbanisme. Par contre, si la superficie du bien fait moins de 20 mètres carrés, ce sera une déclaration préalable de travaux. Donc, Voilà. ça sera quand même soumis à autorisation. Ce sera quand même soumis à autorisation parce que souvent on dit oui, tu n'as pas besoin de permis, tu as besoin d'une déclaration préalable de travaux. Et l'instruction de la déclaration préalable de travaux est peut-être plus courte que celle du permis, puisque la déclaration, c'est 1 mois s'il n'y a pas de problème particulier, mais elle est obligatoire. Et finalement, c'est 1 mois au lieu de 2 mois pour le permis. À partir de quelle sera la surface qui ne nécessitera aucune autorisation du tout? Alors, sauf erreur de ma part, parce que bon, sauf erreur de ma part, à partir du moment où vous avez une surface de moins de 5 mètres carrés, vous pourrez y aller. La carabalée? Ouais. Voilà. Alors, juste, oui, il y a question complémentaire. Alors, par rapport à ce qu'on a dit, l'exemple des personnes qui héritent d'une maison de parents qui n'avaient pas le permis, est-ce que pour déposer le permis, on doit avoir la qualité de propriétaire? Est-ce qu'il faut absolument être propriétaire du terrain pour déposer un permis ou ce n'est pas nécessaire? Si on est héritier, par exemple, est-ce qu'on peut le déposer? Alors, malheureusement, on n'est pas obligé d'être propriétaire. Je dis malheureusement parce qu'on a trop souvent le cas de personnes qui déposent le permis et les héritiers disent oui, mais il n'a pas le droit. Donc, ça nous donne une surcharge de travail puisque après, il faut gérer ce contentieux-là, que la personne n'a pas le droit, il faut revenir sur l'arrêté. À partir du moment où on dépose un permis, c'est qu'on est habilité à déposer un permis. Fut un temps, on demandait le type de propriété de la personne, mais maintenant, c'est déclaratif. Oui, il y a une présomption qui joue. Voilà. Donc, on n'est pas obligé d'être propriétaire, mais quand même, faites le nécessaire pour être propriétaire ou pour avoir l'autorisation des propriétaires pour déposer le permis. Mais toutefois, pour compléter auprès de nos auditeurs, quand vous déposez, vous obtenez votre permis, vous devrez normalement procéder à son affichage, Madame Medina. Alors, lorsqu'on dispose de l'arrêté favorable de permis de construire, pour moi, j'estime que le permis n'est pas encore bouclé. Vous avez votre arrêté, vous êtes content, ça vous permet de boucler votre prêt, etc., etc. Il faut qu'il y ait un affichage en mairie, un affichage sur le terrain. Et il faut savoir qu'à partir du moment où l'affichage, généralement, c'est l'affichage du terrain qui génère les contentieux. Donc, un permis est déposé sous réserve du droit des tiers. Donc, ça veut dire que le voisin est habilité à attaquer votre permis s'il estime que la construction, soit vous empiétez sur son terrain, soit la construction... Le problème, c'est que c'est du n'importe quoi parfois, mais Oui, les recours sont ouverts. Voilà. Et ils sont ouverts pendant Ils sont ouverts pendant 2 mois, si mes souvenirs sont bons. Ils sont ouverts pendant 2 mois, donc vous avez 2 mois pour saisir la mairie, la même chose que tout à l'heure dans le cadre de recours gacieux. Si la mairie ne répond pas, vous allez au-devant du tribunal administratif. Est-ce que vous avez beaucoup de recours, Rosier, de recours des voisins, en fait, lorsqu'il y a... Malheureusement, oui. Parce que parfois, il y a beaucoup de recours abusifs aussi. Ah oui. Malheureusement, oui, il y a beaucoup de recours et bon, parfois, on ne sait plus quoi faire puisque le recours n'a pas forcément son utilité. Voilà. Mais bon, ils ont le droit, ils le font. Oui, alors je recommande vivement aussi à ceux qui nous écoutent de procéder à l'affichage réglementaire De même faire et de constater par le huissier. cet affichage. Et alors souvent on nous dit est-ce que c'est obligatoire de passer par l'huissier parce qu'effectivement un constat d'affichage ça coûte à peu près 300 €, voire plus, donc parfois ça représente un coût. Les ménages nous disent ah oui quand même. Alors bon, la jurisprudence laisse supposer que on pourrait procéder à l'affichage par le biais de la police municipale ou autre, mais ce qui reste vraiment, qui fait preuve qui fait foi, c'est quand même le constat d'huissier. Bon, on a eu déjà des jurisprudences où les gens venaient avec un franc senti et l'appareil photo, pour dater la photo, mais c'est un peu farfelu.
voilà, anticiper. Encore une fois, on a toujours expliqué depuis le départ. Hein, voilà, Madame Louis avait bien insisté dès le premier webinaire sur le fait qu'un projet de construction, ça se prépare et ça nécessite vraiment que vous anticipiez sur tous les frais annexes, y compris les frais d'affichage, de constat d'affichage par l'huissier. Donc, de mémoire, Madame Medina, je crois que l'huissier, il fait au moins 3 passages sur le terrain pour bien il fait des passages sur le terrain, mais il vit aussi en mairie. Voilà, constater l'affichage qui soit bien continu pendant les 2 mois de délai de recours des tiers. Donc, voilà, ça vous évitera probablement de vous retrouver en prise avec des contentieux, parce que si cet affichage ne peut pas être prouvé, ben les tiers ont 30 ans. Le délai ne commence pas à courir. Et oui, et le délai ne court pas et il est pendant 30 années, parce que c'est la prescription en matière de recours sur les droits de propriété. Voilà, donc ça peut être quand même embêtant. 30 ans, c'est long. J'ai une question. Oui, j'ai une question par rapport toujours au terrain agricole. Donc, est-ce qu'il est possible de faire un bungalow de moins de 20 mètres carrés sur un terrain agricole? Alors, sur le terrain agricole, la construction doit être liée à l'activité agricole. Donc, si votre bungalow, c'est une habitation principale ou un bungalow pour que vous puissiez aller passer vos week-ends, ça ne va pas passer. À partir du moment où c'est lié à l'habitation, il faut que ça soit lié à l'activité agricole de la zone. Donc, ça veut dire qu'un agriculteur qui a un terrain d'une certaine superficie et qui justifie, parce qu'il faut savoir que dans le cadre de terrain agricole, la mairie ne donne pas un avis d'elle-même. Donc, les instructeurs n'y mettent pas un avis systématiquement. Il y a un organisme qui s'appelle la Commission départementale de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui donne un avis conforme sur le projet. Donc, quand vous déposez, même quand un agriculteur dépose un permis dans une zone agricole et qu'il justifie qu'il est agriculteur, nous, on est obligé de saisir cet organisme. Et si cet organisme nous donne un avis défavorable, le permis sera défavorable. Si cet organisme nous donne un avis favorable, le permis peut être favorable. Je dis bien peu. Ça veut dire que la responsabilité de l'aboutissement du permis, c'est encore le maire. Donc, ça veut dire que le maire, une fois que l'organisme, que la CDPENAF donne un avis favorable, il faut quand même qu'il regarde les éléments d'urbanisme liés à ce projet. Est-ce que le terrain est accessible? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc, bon, généralement, quand c'est des agriculteurs, c'est de grands espaces. Donc, voilà. Et puis, il ne faut pas oublier, Madame, lui, l'a dit tout à l'heure, la viabilisation de la parcelle. C'est important aussi. Mais alors, Madame Medina, on a beaucoup de questions souvent ici à la ville sur les déclassements de terrain. Pourquoi ça semble devenir si compliqué finalement de faire passer un terrain agricole à constructible? Parce que souvent, les personnes croient que déjà, à partir du moment où on demande un déclassement de terrain, le maire peut prendre un courrier et dire le terrain est déclassé. Le terrain n'est pas déclassé. Le maire, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il a un certain nombre de demandes et lorsqu'il a des projets, il révise. Je parle de révision de plan local d'urbanisme puisque je considère que le plan local d'urbanisme existe déjà. Donc, il met en marche cette révision de le plan local d'urbanisme et le maire, c'est comme les permis de construire, il est obligé de demander à la CDPENAF, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on déclasse ces terrains-là? Si la CDPENAF dit non, alors ce n'est pas dit comme ça. Hein? Ce n'est pas dit comme ça. Le maire, il élabore son projet et il va au-devant de la commission et il monte son projet. Quand je dis le maire, ça peut être le fonctionnaire. D'accord? Donc, si la CDPENAF dit non, on ne peut pas déclasser, eh bien, on ne pourra pas déclasser. Il ne faut pas penser que le maire a tout pouvoir en matière d'urbanisme. Le maire fait... On dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Eh bien, le maire, c'est la même chose. Le maire, c'est la même chose.
D'accord. Donc aujourd'hui, ce n'est pas lui qui est seul maître à bord pour décider d'un déclassement. Donc, il est tenu par d'autres instances, Voilà. d'autres contraintes. Puis, si vous avez un terrain au milieu d'une zone agricole, ne pensez pas qu'on va déclasser le terrain. Le terrain, on doit avoir une continuité urbaine. Donc, lorsqu'on voit qu'il y a une poche d'urbanisation et que la zone, elle est avérée, là, on va procéder éventuellement, je dis bien éventuellement, à une procédure de déclassement. Mais dire qu'au milieu, qu'on a un îlot de zone agricole qu'on doit déclasser au milieu d'une grande zone, ce n'est pas possible. Oui, on évite maintenant ce qu'on appelle l'étalement urbain. Voilà, tout à fait. D'accord, eh bien, oui, Madame Medina, vous avez été vraiment très complète et très précise sur. Je voudrais revenir sur le dépôt des permis de construire parce que nous avons quand même une petite habitude, je vais dire aux Antilles, Guadeloupe et Martinique, c'est le coup de main. Ah oui, merci d'en parler. Faites attention au coup de main. Faites attention parce qu'après, on a souvent des surprises dans le cadre de la construction. Faites attention. Je sais que ça. Parfois, on a un frère qui est dans le domaine, on a ceci qui est dans le domaine, on a un cousin qui est dans le domaine, donc on crée des coups de main. Mais assurez-vous que dans le coup de main, il y a un professionnel qui est capable de suivre les travaux et qui pourra vous donner une maison, non seulement une maison habitable, comme vous le voulez, mais une maison suffisamment solide en cas de risque cyclonique par rapport à la toiture et de risque sismique par rapport au terrain. Oui, c'est très bien de le rappeler et c'est ce qu'on a fait tout au long de cette semaine de l'accession parce que ça reste encore courant et il est important de sensibiliser la population sur la prise en compte du risque et que, voilà, comme vous dites, non seulement la maison doit apporter des garanties de solidité, mais elle doit être sûre parce que elle abrite la famille. Et voilà. J'ai une question. Alors, bonsoir, mise à part la mairie. Quelle instance dont vous parlez doit-on se retourner si celle-ci ne met pas en œuvre un PLU? Car sans PLU, pas de permis de construire et pas de prêt bancaire. Merci. Sachant que c'est pour beaucoup de communes, en Guadeloupe, la situation. On parle de règlement national d'urbanisme. Franchement, là, c'est une colle pour moi parce que vous ne pouvez pas obliger la commune à mettre en place un PLU. Bon. Effectivement, ça bloque ça bloque les projets, sauf lorsqu'on est proche du centre-bourg, les projets arrivent à sortir. Mais lorsqu'on s'éloigne du centre-bourg et qu'on va à la campagne, malheureusement... oui, parce qu'en règlement national d'urbanisme, j'ai vu par exemple, suite à une consultation de personnes sur Saint-François, qu'il fallait absolument qu'il y ait un assainissement collectif. Voilà, c'est ça. Donc ça pose problème. Voilà, ça pose problème. Le projet est automatiquement rejeté sous Je pense que les maires sont sensibilisés à ce problème-là, mais bon, je n'irai pas plus loin. Mais les maires sont très sensibles au fait que leur territoire est sous le règlement national d'urbanisme. Donc, je pense qu'ils se battent pour en sortir. Mais vous ne pouvez pas exiger du maire de mettre en place ce PLU. Il y a des difficultés pratiques. Est-ce que c'est lié à des problèmes d'instruction ou de volonté? Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui fait que toutes les communes n'ont pas pu adopter ce PLU? Est-ce que c'est le coût Non, je pense que c'est plutôt... Alors, comme on a parlé de déclassement, les demandes sont parfois très importantes. Parfois, les maires veulent faire plaisir à leur population et ça bloque. Ça bloque de ce côté-là. Il faut comprendre cela aussi. Ça bloque. Donc, ça met le maire en porte-à-faux avec la CDPNAF. Et voilà. Parfois, c'est souvent pour faire plaisir à la population que lui, il déclasse. Enfin, il déclasse. Il met dans son projet de plan local d'urbanisme des terrains qui sont déclassés. Et souvent, lorsqu'on arrive au bout, mais ça ne peut pas passer. D'accord. Donc, c'est par rapport au contenu du PLU lui-même, qui n'est pas... le PLU est retoqué. Voilà. Oui, donc ça c'est un complément de la question. Donc, s'il n'y aurait pas de solution sans rapport de la mairie, la préfecture pourrait-elle avoir un mot à dire? Est-ce qu'elle pourrait intervenir? Non. C'est clair. Oui, ça peut être très
compliqué parce qu'on a des personnes qui se sont retrouvées d'un projet potentiellement faisable à non faisable, voilà, en quelques mois, qui se sont retrouvés bloqués dans leur projet. Je comprends, hein, mais bon, la situation est compliquée. Il faut savoir que lorsque la mairie, la collectivité est régie par le code, par le RNU, ce n'est même pas la mairie qui instruit les permis. Les permis sont transmis directement au service de l'État. Donc, voilà. Ici, c'est la DL. Ici, c'est la DL. Donc, forcément, la seule solution qu'il y a, c'est... bon, il y a une pression populaire. Je comprends la population qui a intérêt, mais bon... Là, franchement, la réponse est un peu difficile. Alors, en tout cas, oui, alors, Madame Medina, merci infiniment d'avoir accepté de participer à notre webinaire. Merci pour la clarté de vos propos, leur précision. Et il faut que on répète encore que nos auditeurs et spectateurs puissent se dire aussi que tout espoir n'est pas perdu quand on a toujours la possibilité de régulariser, puisqu'on a beaucoup de personnes qui viennent, de consultants qui viennent à la DIL, et ils ont cette possibilité, mais avec la taxe d'aménagement qui sera aussi à la clé, et que vous vous rappeliez surtout que la DIL est disponible pour vous recevoir, donc du lundi au jeudi. Vous pouvez toujours poser vos questions, prendre rendez-vous, téléphoner. Et merci à vraiment tous nos intervenantes qui, durant toute cette semaine, se sont rendues disponibles, ont essayé de simplifier l'aspect technique de leur profession pour être accessible au plus grand nombre. Et j'espère vivement que nous pourrons refaire ce type de webinaire l'année prochaine et pourquoi pas bien avant, pour vous éclairer davantage et pour vous permettre d'accéder en toute sécurité. Voilà, merci également aux conseillères juristes, à notre équipe de choc, Marie-Claude Louis et Christine Combé. La DIL, c'est une petite équipe, mais une équipe, comme vous l'avez vu avec les juristes, une équipe performante et qui se tient à votre disposition. Merci Madame Medina, et puis sans doute à très bientôt. À bientôt. Mmh.